Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur la chaîne. Aujourd'hui, on teste ce PC de chez Aorus. Donc, c'est le modèle X. Ce modèle-là n'est pas encore sorti et devrait bientôt sortir. Donc, Aorus m'a contacté afin que je puisse essayer ce PC-là en sachant que, comme vous connaissez déjà la chaîne, il n'y aura pas de langue de bois. Donc, ils ont accepté que je puisse tester le PC, que je donne tous les côtés positifs ainsi que les côtés négatifs. Donc, il va y avoir une note globale à la fin de la vidéo comme on a l'habitude aujourd'hui. Donc, ça va être toujours sur les mêmes critères, les finitions, le câble management, la cohérence entre les matériaux, le prix, l'emballage, la totale. Donc là, on commence à avoir un petit peu l'habitude. On va rajouter quelques protocoles que vous m'avez demandé en plus lors de la dernière vidéo. Donc ce PC-là, comme je vous dis, n'est pas encore sorti. Il embarque un 12900K de chez Intel comme processeur, une très belle carte mère qui est à l'intérieur. C'est une Z690 en DDR5, c'est la Master. Et avoir une 3080, 32 Go de DDR5 à l'intérieur quand même, c'est pas rien. Et on est déjà en DDR5 et elle embarque aussi 2 Tera de disque dur en M2. Donc vous voyez, ça reste un très très beau boîtier, mais on va parler aussi du prix qui est en face forcément. Donc comme vous savez, on commence toujours par le déballage, l'unboxing et on va aussi donner une note d'ailleurs sur l'emballage d'une manière générale et comment ce PC arrive chez nous. Et pour ça, on ne va pas perdre de temps, ça commence maintenant. Ok, donc nous voilà avec l'emballage que j'ai reçu de chez Aorus. Maintenant, on va pouvoir constater pour la première note sur l'emballage. Déjà, premièrement, je l'ai reçu comme ça. Donc ça, forcément, c'est pas de la faute d'Aorus, clairement, mais ça va être le transporteur. Mais mine de rien, je l'ai reçu comme ça. Donc vous voyez, des fois, le suremballage, c'est bien pratique. Donc on peut s'apercevoir que ça a quand même atteint le carton d'origine. On le voit là. Donc on va déballer ça. Donc on voit effectivement ici un petit coup qu'on avait suce de transport. On va continuer le déballage. Voilà. Ok. Alors à l'intérieur, on a une petite poche type vous achetez un sac chez Louis Vuitton, on vous donne la même chose, enfin j'imagine, j'ai pas encore acheté le sac Louis Vuitton mais je sais que ça se comporte comme ça. On a une petite boîte ici, on va tout de suite l'ouvrir. Ok, donc c'est une vitre, donc la vitre est encore un peu plus protégée forcément, elle est sur un double carton. On a du câble, un peu de visserie. On va voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Encore du câble. Et là, on a le bébé qui pèse son poids, je vous le dis. Voilà. Donc on l'a là. On avait encore un câble qui traînait. Et on a le bébé qui est là. Le voilà. Donc on s'aperçoit qu'il arrive avec une façade métallique à la place de la façade vitrée. Mais on a pu voir tout à l'heure que dans l'autre boîte, il y avait donc la vitre. Donc on peut avoir un remplacement. Je vais vous expliquer, je pense, pourquoi il y a ces deux formes. Il y a soit la vitre ou soit la plaque. On va faire un point ensemble.
Nous allons maintenant donner une note à l'emballage. Donc comme vous avez pu voir, déjà l'emballage suite au transporteur, il a eu un choc. Ça a même atteint le deuxième carton, le carton noir, on a pu le voir. Mais le PC a rien en lui-même parce qu'effectivement, il y a un double carton et en plus, à l'intérieur du carton, il y a cette mousse compensée noire qui fait que le PC est quand même relativement distant des parois. Donc il n'y avait pas du tout de sujet là-dessus, le PC est bien arrivé et au moment de l'unboxing, on s'est aperçu que l'unboxing est relativement très propre et il est posé, enfin il est plutôt mis à l'intérieur d'un sac type imitation velours. Ça donne tout de suite un côté très esthétique mais un côté qualitatif au produit, il faut quand même l'avouer. Donc le PC n'a rien en sachant que comme vous avez vu le choc, ça veut dire que tout simplement le transporteur n'a pas pris énormément soin avec ce PC là. Mais mine de rien, même avec ça, le PC est là. Donc en termes d'emballage, je vais quand même lui donner un 4,75. Pourquoi un 4,75? Parce que je pense qu'on a atteint la note de 5 la dernière fois avec les flow-up et de là, eux, ils ont mis une barre tellement haute avec le suremballage. On peut se rendre compte que finalement, un peu moins, ça suffit aussi. Donc il aura sa note de 4,75. Nous allons maintenant commencer à voir un petit peu ce qu'il a dans les tripes. Et bien voilà le bébé. Écoutez, il est déjà assez sympathique. On va enlever la partie satisfaisante. Un petit peu partout. Pas grand chose en fait, non, ça va. Il y en a ici, j'en vois là aussi. Donc on a tout le bébé. Voilà. Donc on va utiliser le même protocole que j'ai utilisé sur les PC FlowUp, sauf que je vais introduire un protocole que vous m'avez demandé, c'est un protocole de nuisance sonore. Donc pour ça, ça va être très simple. J'ai un petit capteur de son, donc en décibels, on va pouvoir aussi mesurer les incidences sonores qu'a ce boîtier-là. Et ça sera aussi donc un paramètre qu'on aura sur les futurs boîtiers en test. Et on m'a demandé aussi un autre paramètre, c'est un paramètre de consommation. Donc pour moi, je ne vais pas pouvoir noter sur une consommation parce que ça va toujours dépendre de ce qui va être à l'intérieur. Si on a une 4090, forcément, ça va toujours dépendre d'une 3060 et forcément, une 3060 sera toujours moins puissante qu'une 4090. Mais par contre, je donnerai les valeurs pour indication pour ceux qui sont intéressés. Mais pour le son, oui, on va prendre ce paramètre vraiment en compte sur les futurs tests. Donc, souvenez-vous, on avait commencé par le câble management. Donc, on va commencer par le câble management. Je vais enlever les vis qui nous intéressent. Donc on va pouvoir enlever la partie arrière tout de suite et ça pèse facilement 2,5 kg, 3 kg juste ce panneau et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que c'est un panneau acoustique, tout simplement. Il y a deux tôles en métal avec à l'intérieur certainement une mousse acoustique ou un absorbant acoustique. Donc en termes d'acoustique, en tout cas sur la face arrière, ça ne sera pas du tout un problème parce que on a un panneau acoustique qui est là. Je rappelle juste que ce boîtier-là n'est pas en vente chez Aorus, ou en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est un boîtier qu'on peut retrouver d'ailleurs uniquement que lorsqu'on achète un PC prémonté de chez eux. C'est important quand même à savoir. Et là de base, je peux vous dire une chose, c'est que le boîtier est qualitatif, ça c'est certain. Je ne sais pas si on sent, mais c'est pas de la tôle-tôle, hein. Vous le voyez, ça amortit un peu. Ok, donc maintenant, la note pour le câble management. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous voyez avec moi? Donc, on a le tauron qui commence de en haut, qui va être du hub USB alimentation, tout ce qui va être aussi le bouton on-off et le son. Donc, casque et micro. Donc, ça, c'est relativement propre. On a ensuite les câbles d'alimentation, je pense, pour la carte graphique et la carte mère. On a un petit bloc ici. Et ici, on voit des câbles en attente. Donc, ce sont des SATA qui sont en attente. Et on voit aussi donc les connectiques ici. Pourquoi ces SATA sont en attente? Comme vous pouvez voir ici, il y a 3 réservations pour pouvoir accueillir des disques, donc de la mémoire supplémentaire. Et donc, il y a déjà des câbles en attente. Donc, ça, en soi, je ne peux pas le juger d'une manière négative parce que c'est que du positif. Ensuite, pour le câble en lui-même, écoutez, moi je le trouve relativement propre, hein. On sait très bien que ce type de câble plat comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à ranger. Mais pour le moment, je trouve que c'est relativement propre. Je pense qu'en termes de câble, en tout cas, on va voir la partie devant. Mais pour la partie arrière, on est bien d'accord que la note 5, c'est la note exceptionnelle. Donc là, il est propre, mais on n'est pas sur du 5. Je vais lui donner pour le moment encore une note de 4,5. On va quand même détailler un petit peu ce qu'on voit. Ici, on voit la partie de l'IO avec les 3 ventilateurs. Ensuite, on voit ici des racks
Donc, c'est des racks plug and play, c'est-à-dire, vous allez voir, et d'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'on va tester du jeu. Et moi, mes jeux, pour pouvoir les déplacer, je les mets toujours sur un support comme ça en externe. Donc là, c'est plutôt assez pratique. Voilà. Et du coup, normalement, vu que c'est du plug and play, au fond, vous allez avoir des prises femelles pour pouvoir accueillir nos prises qui sont ici. Voilà, normalement c'est connecté. À partir de là, je n'ai rien à faire. Donc, il y a 2 racks qui sont en plug and play et ensuite on peut rajouter donc 3 SSD avec donc les câbles qui sont en attente. Pour le moment, c'est relativement propre. On va passer maintenant du côté avant. Ok, donc il va falloir démonter aussi 2 vis. Voilà, tout à l'heure en plus en évidence. Et là, cette fois-ci, j'ai une tôle tout à fait classique. Déjà, on peut comparer. Déjà, on peut comparer en termes de poids, mais clairement, c'est pas du tout le même bruit. Donc, celle-ci, c'est vraiment une plaque acoustique. Celle-ci, non. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver là-dedans en termes de câble management? C'est du tauron, ça reste propre. On voit les sorties d'IO en in et en out pour le fluide. Les câbles d'alimentation pour le CPU est propre. Vous ne le voyez pas forcément. On est pas mal, hein. Ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Je pense que sur le câble, on va pouvoir leur accorder du 4,5 qui est relativement une très bonne note. Pour moi, la note de 5, c'est quelque chose qui est irréprochable. Et là, quelque chose d'irréprochable, généralement, ce sera relativement difficile de l'avoir sur du prémonté. Ce seront plutôt des personnes qui seront sur du custom parce qu'ils vont mettre plus de temps à faire du câble management que quelque chose qui est en série. Mais en soi, c'est relativement propre. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de matériel à l'intérieur? Alors, pour commencer, je suis déjà très étonné, c'est que la carte graphique que je vois, ce n'est pas une Aorus. Donc, je rappelle que Aorus est la section de chez Gigabit qui vont se consacrer plus au gaming haut de gamme, un petit peu comme on a Asus et Asus ROG. Et c'est pour ça que du coup, je suis très étonné de ne pas avoir une carte graphique qui est directement de chez Aorus, en sachant que je reconnais déjà la carte mère, c'est une très bonne carte mère qui est à l'intérieur, c'est la carte mère Master en Z690 de chez Aorus. Je reconnais aussi l'IO qu'on peut voir de chez Aorus qui m'a l'air d'être le Waterforce X. On voit de la RAM aussi, donc je vais quand même enlever un slot de RAM. Voilà, donc on est bien sur de la RAM de chez Aorus. Donc je suis un petit peu surpris et un peu déçu parce que si on doit commander un PC de chez Aorus, on s'attend quand même que tous les éléments à l'intérieur soient de l'Aorus. Surtout que l'un des organes les plus importants qui est la carte graphique, du coup ce ne soit pas en Aorus. Donc là, petite déception. Je m'aperçois aussi qu'on voit une petite carte ici. Donc ça, j'ai été me renseigner un petit peu. Je ne savais pas ce que c'était. On aurait pu croire que c'était une carte d'acquisition, mais en fait pas du tout. On voit un petit peu les connectiques qu'on voit là. Donc il y a du DisplayPort. Il y a de l'USB type C, il y a du Thunderbolt type 3. Donc on rappelle que le Thunderbolt type 3, ça peut aller jusqu'à du 40 gigabits. C'est monstrueux. Donc ce petit module est un petit module professionnel. Je vais vous expliquer à quoi il peut servir entre autres. Si par exemple vous avez un grand rendu par exemple à faire en 3D et que votre carte va pouvoir bosser à 100%, pour lui donner encore un petit peu plus de légèreté au niveau de la carte, qu'elle soit vraiment occupée à faire que du rendu, vous allez pouvoir grâce à ce petit module par exemple afficher 2 écrans supplémentaires en 4K 60 fps. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que du coup, la carte graphique va être complètement monopolisée par le travail et du coup, vous allez pouvoir la soulager en sortant vos affichages pour vos moniteurs par cette petite carte-là. Et en plus, elle vous offre des connectiques en USB type C et des connectiques en Thunderbolt. Donc cette carte-là s'appelle la carte Titan de chez Gigabit. Je ne la connaissais pas. On va la prendre obligatoirement en compte, mais en bien ou en pas bien, on va en parler d'ailleurs maintenant. Dans le choix des composants, souvenez-vous qu'on a une note sur les choix des composants par rapport à ce qui est intégré à l'intérieur et à ce qui a une certaine logique. Donc nous allons juger maintenant un peu la cohérence qu'il y a comme composant à l'intérieur. Souvenez-vous, on avait fait ça aussi sur le PC des FlowUp, donc ce sera toujours sur les prochains PC. Et sachez que c'est un peu ressemblant finalement. Parce qu'on a une carte graphique, c'est une 3080. On a un processeur, c'est un 12900 aussi. Alors celui-là, c'est un K, les autres, c'était un KF. La chose qui va changer, ça va être la plateforme parce que là, on va être en DDR5 et que eux, ils étaient en DDR4. Et ce qui va changer aussi,
ça va être la carte mère parce que la carte mère est clairement de meilleure facture que ce qu'on avait sur les PC FlowUp, en tout cas sur le PC FlowUp que j'ai pu essayer. Mais ça, obligatoirement, un coût. Cette carte mère, c'est quand même une master, on fera le point financier tout à l'heure, mais c'est une très très bonne carte mère. Elle intègre par exemple un port 10 gigabits tout de suite de base pour internet. On a de l'USB type C, on a de l'USB de dernière génération, on a le Wi-Fi qui est intégré, on a les deux boutons pour Reset BIOS et Flash BIOS. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La carte mère est de très bonne facture. La master, je peux déjà vous la conseiller, même auparavant si vous montez du build, ça fonctionne très très bien. En termes donc de cohérence, la cohérence en termes par exemple de bottleneck, il n'y aura jamais de bottleneck entre un 12900 et ainsi qu'une 3080, ni d'un côté ni de l'autre, ni CPU ni GPU. Donc ça, pour moi, ça fonctionne à 100%. L'alimentation qui est dedans de 850 watts, ça fonctionne plutôt pas mal. Et elle intègre aussi un M2 de 2 Tera. Pareil, c'est pareil, ça se paye. Donc forcément, ce PC est aussi plus cher, forcément. Mais on est en train de parler d'un M2 de 2 Tera. Donc elle embarque une alimentation de 850 watts, donc 850 watts pour faire marcher le 12900 avec cette carte graphique, ça fonctionne plutôt très bien, il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus. Par contre, maintenant on va parler justement de cet élément-là, donc le Titan de chez Gigabit. Est-ce que aujourd'hui une plaque professionnelle a besoin d'être sur un PC gaming, parce que c'est clairement un PC gaming. Vous allez pouvoir faire évidemment un peu de rendu, un peu de montage, même bien j'ai envie de vous dire parce que tout est là pour faire, mais on n'est pas sur une 3090, on n'est pas sur une machine qui est dédiée uniquement au boulot. C'est clairement une machine aussi qui est dédiée gaming. Alors est-ce que cette plaque Titan a quelque chose à faire dans ce build là? C'est là où je vais avoir un doute parce que c'est quelque chose qu'on va payer. J'ai été voir un peu le prix, ça vaut quand même 100 €, c'est pas rien. Vous allez me dire, ouais, mais Pax, grâce à ce module, je vais pouvoir ajouter de l'USB type C. Oui, mais il y en a déjà 2 sur la carte mère. Oui, mais grâce à ce module, je peux en plus faire de l'affichage sans taper sur ma carte graphique. Oui, c'est vrai, mais vous avez quand même une sortie ici pour un écran sur la carte mère. Donc, est-ce que c'est pas un peu répétitif? Est-ce que c'est pas pour mettre de l'option alors qu'il n'y en a pas forcément besoin? Un peu quand même, je vous avoue, un peu, clairement. Maintenant, faut le prendre en compte. Dans la cohérence totale de cette machine, j'aurais envie de vous dire que si ce module n'était pas là, je lui aurais donné 5 sur 5. Et les 5, ils sont largement mérités parce que la cohérence est vraiment bonne entre les éléments qui ont été choisis pour pouvoir les marier ensemble. Donc ça, c'est du sans faute. Mais par contre, d'avoir adjoint cette carte Titan à ce PC-là, du coup, j'ai un gros doute. Pourquoi avoir ajouté cette carte-là? C'est là où je vais avoir un doute. Comme c'est quelque chose en plus quand même, je ne vais pas être hyper sévère. Mais du coup, pour moi, il y a une incohérence quand même parce qu'on n'est pas sur un PC professionnel, on n'est pas sur une 4090 ou une 3090 avec 24 Go de RAM. On reste quand même sur une 4080. Donc, je mettrai la note de 5, ça passera à 4,75, qui reste quand même une très bonne note, bien entendu. Mais tout simplement à cause de ce module-là. Alors ça va être vraiment le choix de l'atelier. Dites-moi-le en commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites c'est un vrai plus d'avoir ça. Vraiment, moi, pour la vue de l'atelier par rapport à la consommation des PC gamers et des consommateurs qui vont acheter des PC gamers, je connaîtrai très très peu d'utilisateurs qui vont utiliser cette carte et du coup, ils vont la payer dans ce build-là. Donc, c'est pour ça que je vais lui mettre 4,75 et pas 5. Si vous avez un contre-avis là-dessus, dites-le moi en commentaire. Je serai content, bien entendu, d'en prendre compte et de me dire sur les prochains builds, ce sera quelque chose qui sera positif. Mais pour moi, aujourd'hui, du fait que c'est quelque chose qu'on va payer et que peu de personnes vont se servir, c'est un peu overkill. Donc, pour moi, ce sera du 4,75. Donc on est sur 4,5 en câble management et on sera à 4,75 sur les éléments qui ont été choisis pour composer ce PC. On va rajouter une nouvelle note et je vous expliquais, je ne pensais pas rajouter une nouvelle note, ça va être une note de upgrading de PC. Et oui, comme vous pouvez le voir, on peut voir ici une barre qui va aller de gauche à droite du boîtier. Donc cette barre a comme rôle de renfort aussi pendant le transport, a comme rôle aussi d'avoir moins de vibrations avec les ventilateurs, donc du coup moins de résonance, moins de bruit. Et elle a un troisième rôle, c'est de pouvoir tenir la carte graphique pour pas qu'elle bouge avec le temps et aussi pendant le transport. Donc en soi, ça, c'est ultra positif. Sauf que du coup, si je veux upgrader et sortir ma carte graphique, ça va être relativement compliqué. Je le vois déjà gros comme une maison. On va faire l'essai ensemble, on va tester. Peut-être que je vais me tromper. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que
L'alimentation est là, donc j'ai aucun accès à l'alimentation. Les câbles sortent directement par ce trou de oblong qu'on voit ici. Ici, j'ai 4 vis pour l'alimentation, mais je ne pourrais que la pousser vers l'intérieur et donc ne pas la sortir. Et ici, j'ai un gros cache. Et pour pouvoir enlever ce cache, il va falloir que je démonte toute cette partie-là. Donc, on va voir un petit peu la faisabilité et on va voir aussi en termes de manutention mes accès aux filtres, s'ils sont simples ou pas. Donc, on commence. Donc, on va commencer par enlever la façade. OK. Hop. Hop. Voilà. Donc quelque chose que je vois qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a une connectique ici pour le RGB. Donc ça se plug directement avec les connecteurs qu'on voit ici en ce moment. Vous devez les voir. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que comme ça, quand j'enlève ma façade, eh ben, je n'ai pas de câble qui traîne. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ensuite, on voit directement donc, le filtre à poussière qui est là. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est relativement propre. Il faut savoir que tout ce que je vois à l'heure actuelle, tous les matériaux sont méga qualitatifs. C'est très qualitatif. Le montage est très qualitatif. Je pense avoir dit qualitatif au moins 3 fois, donc on va arrêter, mais c'est très propre. Donc pour le moment, c'est plutôt propre. Aujourd'hui, je vais juste voir comment enlever cette barre-là, tout simplement. Donc, on va enlever ce petit cache. Je vois qu'ici, j'ai encore 2 vis pour la tenir. Donc, on voit ici qu'il y avait une préparation pour pouvoir mettre une carte graphique à la verticale, ce qui peut être très sympa visuellement. Moi, j'aime beaucoup les cartes graphiques lorsqu'elles sont à la verticale, mais c'est une histoire de goût, bien entendu. Voilà. OK. Donc c'est encore tenu par un point quelque part. Elle doit être tenue par ici, je pense. Non, elle s'arrête là. Donc là, je vois, peut-être que vous ne voyez pas assez, mais il y a une vis sur le côté qui tient la carte graphique sur le côté. C'est-à-dire que même là, en ce moment, elle est en train de tenir la carte graphique. Voilà, on peut voir. Donc du coup, je serai obligé d'enlever la carte graphique pour pouvoir enlever la barre. Pour pouvoir enlever la carte graphique, il faut que je déconnecte donc les 2 câbles qui sont relativement… Les câbles sont bien serrés étant donné que le câble management, il n'y a pas trop de fils qui sortent. Donc j'en ai déjà réussi à enlever un. OK. Mais je vais vous dire une chose, les amis, pour pouvoir les remettre ensuite, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. OK. OK. Et l'autre, ça va être aussi très sympa. On voit une petite vis sur le côté qui est là, mais inaccessible, même avec le petit tournevis que j'ai. Je vais quand même vous prendre une photo de ce que je vois. Donc, il y a une vis clairement inaccessible pour pouvoir l'enlever. Et pour pouvoir enlever donc, le 8 pins qu'on voit ici, c'est un peu difficile parce qu'en fait, il tape littéralement contre la barre. Donc, il est mis en pression comme si on avait déjà mis le 8 pins et après, on avait mis la barre. Rien que de remettre le 8 pins que je viens d'enlever, qui était le plus simple, je viens de galérer clairement. Donc je vais remettre donc les vis de cette barre là parce que pour moi ce n'est pas démontable à part tout démonter. Et du coup pour le cache alimentation c'est pareil, pour pouvoir le démonter il faut enlever cette partie là pour pouvoir enlever cette plaque là. Et de là il va falloir sortir la carte mère pour pouvoir sortir le cache batterie. Donc on va en parler forcément, je vais juste refermer un peu tout ça. Alors donc pour résumer, les seules choses qu'on va pouvoir upgrade facilement sur ce boîtier, ça va être l'ajout, le remplacement de RAM en DDR5 et ça va être le remplacement du processeur parce qu'il est facilement atteignable et la backplate est en évidence. Et la dernière chose, ce sera le M2 de première ligne parce qu'il est au-dessus de la carte mère. Mais ceux qui sont en dessous, c'est complètement pour oublier étant donné que la carte qui est devant, la plate de protection et de refroidissement ne pourra pas s'enlever. Voilà, donc on peut enlever uniquement ces moyens-là. Vous ne pourrez pas donc rajouter de M2 sur les ports du bas et vous ne pourrez pas facilement du moins changer votre alimentation ou changer votre carte graphique.
Donc en termes, cette nouvelle note qui va exister grâce aussi à ce PC-là, en termes d'upgrading de ce PC sur 5, étant donné que facilement, bien entendu, je pourrais modifier que quasiment 50% des éléments, je vais lui mettre la note de 2,5 et comme c'est ultra complexe, je vais même la note de 2. Voilà, 2 sur 5. Donc par contre, j'insiste bien, cette petite barre qu'on voit là, c'est ultra qualitatif, elle est en aluminium, tout ce que je suis en train de voir, c'est-à-dire que c'est quand même bien fait sur mesure. Tout a été conçu sur mesure. Par contre, c'est fait pour un utilisateur clairement qui veut un PC, qui veut faire du plug and play et qui ne veut plus jamais rien toucher. Pour ça, ce PC lui sera bien ciblé. Ce sera même d'ailleurs la cible de ce PC-là, je pense clairement. Donc, ce sera pour des utilisateurs qui veulent acheter un PC et qui n'auront pas besoin d'upgrader à travers le temps, qui ne voudront jamais même ouvrir leur boîtier. Dans ce cas-là, ce boîtier-là, pour eux, cette note, elle n'est à ne pas prendre en compte du tout. Pour tous ceux qui veulent faire de l'upgrading sur leur PC avec les années, sachez qu'il y a quand même donc une note. Donc on la séparera sur la fin. Mais pour moi, en upgrading, ce PC, c'est du 2 sur 5 parce que c'est une galère vraiment. Je pense que 2 déjà, c'est déjà une bonne note. C'est parce que tout simplement, on arrive quand même à accéder au premier M2, à la RAM et au processeur et c'est tout. Voilà. Je sais que par exemple de l'upgrading de carte graphique, surtout lorsqu'on a un 12900 à l'intérieur, de l'upgrading de carte graphique, même si c'est une 3080, peut-être que dans 2 ans, quelqu'un veut changer sa carte graphique et là, il va se retrouver dans une grosse galère pour pouvoir le faire tout simplement. Je veux parler un petit peu des éléments qui ont été mis dessus. Donc là, ce n'est pas un PC fait par un assembleur comme on a pu voir par exemple chez FlowUp qui va prendre une carte mère de chez MSI, une carte graphique de chez Asus et autres et qui va tout assembler ou comme Memory PC ou comme d'autres assembleurs. Là, on est sur une fabrication propre d'un fabricant. Donc, c'est votre fabricant qui vous l'a assemblé, mais donc ce n'est pas d'un assembleur. Les matériaux sont vraiment cool. Vraiment, les finitions sont très, très propres. Et pour ça, en termes de finition, en termes de matériaux, le boîtier, je le trouve vraiment très bien. Maintenant, nous allons parler de pose. Donc la pose, pour moi, sur 5, je vais lui donner la note de 4,5, tout simplement au niveau de l'IO qui a été mis en place. La conception propre de ce boîtier, vous devez mieux le voir ici, c'est que l'IO, il est ici et les ventilos sont derrière. Donc les ventilateurs ne sont pas en train de pousser vers le radiateur, ils sont plutôt en train d'extraire de l'air de l'autre côté du radiateur et c'est beaucoup plus dur à un ventilateur de faire cet effort-là. Secondo, le radiateur est bien posé à la verticale sur le parti frontal. Ça, c'est un très très bon choix. C'est toujours mieux qu'au-dessus. Sauf que les tubes sont orientés vers le haut. C'est-à-dire que les bulles d'air en ce moment sont sur les parties in et out du radiateur où ce n'est pas le moyen le plus optimum de le faire. Donc, c'est pour ça que sur le montage, je vais lui donner une note de 4,5. Ce sera juste pour comment a été posé cet IO. Il faut savoir que l'IO ne pouvait pas être posé avec les ventilateurs de l'autre côté, tout simplement parce que sinon, il n'aurait pas pu être accroché ici. Donc ça, c'est juste une histoire de technique et de faisabilité. C'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Mais du coup, comme l'IO n'est pas posé de la manière la plus optimum, je ne peux pas lui donner la note de 5 forcément. Mais il aura quand même une très bonne note, ce sera 4,5 parce que ça va quand même fonctionner, bien entendu. Et que sinon, tout le reste, je vous dis, c'est vraiment très posé. Il n'y a pas une vis que je vois en trop, je ne vois rien, c'est juste nickel. Vous pouvez le voir, je vous le tourne. C'est très, 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 très propre, vraiment. Nous allons maintenant faire des essais en jeu et donc aussi de la consommation parce que vous me l'avez demandé et aussi donc le bruit. Donc on va voir un petit peu ce qu'a cette bête entre les tripes en sachant que de toute façon on ne va pas avoir trop de surprises parce qu'avec un monstre de processeur qui est à l'intérieur, c'est qui est le 12900 ainsi qu'une 3080, normalement c'est censé briller. On vérifie ça tout de suite. Ok, donc je viens de faire le setup, je vais appuyer sur le bouton power. Voilà. Vérifier que l'écran soit bien allumé. Donc ça boot bien, normal vous allez me dire. Donc je pense que ça ne sera pas du tout comme ce qu'on a pu voir sur la gamme des FlowUp. On est censé tomber sur un installateur cette fois-ci et non pas sur un bureau déjà fait. Donc on voit quand même que le PC est hyper classe. Je ne sais pas si ça rend aussi bien en vidéo mais c'est ultra sobre et très très classe.
On a une petite ligne RGB au-dessus que vous ne voyez pas. Je vais essayer de monter un petit peu la caméra pour que vous puissiez regarder. Alors il est complètement black. Parce que la vitre est complètement fumée aussi. On voit que apparaître les éléments en RGB. Je le trouve très classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment sympathique. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire mon installation et on se retrouve pour les benches. Donc comme on pouvait se douter, ce qui était plutôt pas mal, c'est le plug and play pour pouvoir mettre mon HDD, donc mon disque supplémentaire là où j'ai mes jeux. Comme vous pouvez le voir, directement, on le voit s'afficher, ça c'est top. Alors on va commencer tout de suite par un petit Time Spy, il va voir sa note globale. Donc il me donne une note globale de 9031 points, 8988 points pour le Graphics Score et en score CPU 9284. Donc on va faire maintenant les essais en jeu, tout va être en 4K et en rasterisation pour voir la puissance brute du jeu. Donc sur Tomb Raider, j'obtiens déjà 60 FPS. J'obtiens un score moyen de 90 images par seconde, alors on est toujours en 4K. Il faut savoir que ce jeu-là est quand même relativement bien optimisé pour Nvidia, donc c'est normal qu'on ait un score aussi haut. On passe ensuite sur Cyberpunk, donc j'ai un score moyen de 45,83 images par seconde, toujours en 4K, je le rappelle. Et pour le dernier jeu sur Odyssey, on a 71 images par seconde, ce qui est un très bon score. Donc la machine fait vraiment bien le boulot à ce niveau-là. Ok, donc en jeu, il se débrouille très bien en 4K. 3080, le 12900K, 32 Go de DDR5, ça fonctionne très bien, donc ça se répercute dans les jeux. Nous allons maintenant faire un essai à la nuisance sonore. En conditions normales, il ne faisait pas de bruit, donc il va falloir que je le fasse vraiment chauffer pour voir les nuisances maximales qu'on puisse avoir donc, en termes de son. Et ça aussi, c'est maintenant. Ok, donc après une demi-heure de OCCT, on est sur des températures de package qui sont relativement normales. J'en profite aussi pour vous montrer plus ou moins à 1 mètre les décibels qu'on arrive à avoir. Je me tais. Donc on est à 46 plus ou moins. Et je suis avec une consommation à l'heure actuelle sur ce bench là de 352 watts. Voilà. Allez, on va faire un petit coup de R15 pour le processeur. Ça va aller très vite parce que le 12900K il sait faire. Donc on va avoir un score qui va nous sortir 4166. On est tout à fait normal. Et mon corps le plus haut, on le voit par là, je vous dézoome un petit peu, on est à 78 degrés, donc l'IO qui est mis actuellement en place fait vraiment le boulot pour le processeur, on s'en rend compte, et même sur OCTT. Nous allons maintenant donner une note à ce PC par rapport au prix. Si je devais monter ce PC moi-même, à combien il me reviendrait tout simplement. Et en sachant que ce PC aujourd'hui est déjà pré-monté et moi je vais prendre les éléments les uns après les autres et je vais faire un cumul de prix et on va voir que la balance si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Alors j'ai déjà eu des commentaires la dernière fois suite au dernier PC en me disant oui mais Pax tu aurais pu trouver moins cher. Non. Il faut savoir une chose, c'est que si par exemple dans ce boîtier-là, il y a de la DDR5 de chez Gigabit, il faut que je trouve de la DDR5 de Gigabit. Si je trouve de la DDR5 moins chère, effectivement, le PC reviendrait moins cher, il serait moins 10 ans. Il faut prendre par rapport à la même référence, bien entendu, et à la même marque. C'est toujours à ce moment-là où je peux faire un ratio de prix. On peut toujours créer des PC moins chers avec une 3080, avec un 12900, mais moi, je veux quand même partir sur une base égale. C'est si j'achète ce produit de chez Aorus, cette gamme de chez Aorus, à combien me revient ce PC ? Parce que tout simplement, on sait bien qu'il y a des marques qui sont beaucoup moins disantes, mais par exemple, le système de refroidissement n'est pas du tout le même, par exemple, au niveau des cartes graphiques, on s'en rend bien compte. Donc, la référence va être exactement sur les mêmes produits. Et ça, c'est maintenant. Donc, j'ai fait ma sélection sur Amazon et j'ai réussi à trouver donc, les prix les moins chers pour les composants égales. J'insiste bien, référence égale. Donc, pour le processeur, le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 549,60 €. La carte mère 474 €, le M2 de 2 Tera 248 €, la DDR5 à 362 €. Le boîtier, alors le boîtier m'embête parce que le boîtier, du coup, j'arrive pas à trouver ce boîtier-là, donc je vais sélectionner ce que j'ai pu trouver à 125 €. Il faut savoir que ce boîtier vaut beaucoup plus que 125 €, celui-là qui est vraiment fourni dans le modèle X. Ensuite, l'alimentation va exactement la même, donc 109 €. Ensuite, on a la petite carte Titan qu'on a évoquée, donc 101,83 €.
On part après avec l'IO à 241 € et ensuite on a la carte graphique, la 3080 OC à 988,99 €. Donc c'est les produits les moins chers, donc il y avait des références identiques sur Amazon mais plus chères, mais au moins cher que j'ai pu trouver, ça nous donne un total de 3202,57 €. Alors maintenant, l'atelier va lui donner sa note pour son prix, tout simplement. Si je dois monter ce PC par mes propres soins en achetant les éléments un par un auprès d'Amazon, je serai aux alentours de 3204 €. Ils annoncent un prix de vente de 3199 € au moment où il sortira. Pour moi, c'est le même prix. Il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est le boîtier, parce que je vous avoue que ce boîtier n'est pas en vente. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé en vente. Donc du coup, pour moi, ce boîtier vaut un petit peu plus que ce que j'ai pu choisir à 135 €. Ce serait au moins un boîtier à 200 € par rapport à ce que je peux en voir. Je l'ai touché, par rapport aux matériaux qu'il embarque et aussi à toutes ces parois acoustiques et tout ça, forcément, ça a un coût. Qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter? Il y a obligatoirement une main-d'œuvre par-dessus, ça c'est clair. Et il y a aussi une clé de licence forcément pour pouvoir avoir Windows. Mais on reste quand même très proche entre si je dois monter ma machine moi-même et si je dois l'acheter par leurs propres soins. Alors, elle aura quand même une note positive. Pourquoi elle aura donc une note positive? C'est parce qu'on reste quand même en dessous du prix que si je devais monter ce PC moi-même. Voilà, on n'est pas au-dessus, parce que ça aurait été complètement délirant que si j'achète tout moi-même, que je me retrouve finalement 500 ou 600 € de moins que si je devais l'acheter par leur biais à eux. Donc du fait qu'ils se retrouvent toujours en dessous du prix que si je devais monter moi-même ces éléments, il aura quand même une très bonne note, il aura la note de 4,5 en sachant que je vous dis bien, il faut quand même inclure une main d'œuvre et il faut quand même inclure une clé de licence de Windows et il faut aussi obligatoirement reconnaître que je n'ai pas retrouvé le même boîtier. Donc il aura une note de 4,5, ce qui reste relativement une très bonne note. Nous allons maintenant lui donner sa moyenne générale par rapport au cumul de notes qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc ça va être la note que va lui donner l'atelier. Donc sur l'emballage, on lui avait mis 4,75, le prix 4,5. Le câble management 4,5 aussi. La cohérence des éléments qui sont mis à l'intérieur, on lui a mis 4,75. En termes de nuisance acoustique, je lui ai mis 4. Alors il faut savoir que 4 c'est une très bonne note parce que je suis assez sensible au son, moi personnellement. Ensuite, la pause qui a été mise en place 4,5 et l'esthétisme. Alors l'esthétisme, on va en parler. Donc c'est toujours pareil, c'est les goûts et couleurs. Donc ce que vous voyez à l'heure actuelle du boîtier, ça ne rend pas exactement par rapport à ce que je vois parce qu'il y a tous les spots qui sont en train de l'éclairer, mais c'est un boîtier qui est relativement très classe, très propre, très sobre. Si on aime le sobre, si on aime les vitres fumées et un petit peu de RGB, on est dedans. Donc moi je lui ai mis un esthétisme de 4. Donc ça va lui donner une note moyenne de 4,42 sur 5. Mais attention, c'est une très bonne note, 4,42, donc on ne va pas non plus, on est presque à 4,5 sur 5. On est quand même très très bien. Mais attention, j'ai rajouté quand même une deuxième note, donc ce sera pour une autre catégorie de personnes. Pour les catégories de personnes qui voudront upgrade cette machine à travers le temps, je vais lui rajouter donc la note de 2. Il y a une note qui a été donc upgrading, souvenez-vous, on a mis une note de 2. Et là, ça va réduire la machine à 4,12. Donc vous voyez, il y a soit 4,42 ou soit 4,12. On va quand même résumer quelque chose. C'est un boîtier qui est relativement cher. Oui, soit il est cher. Mais on ne peut pas comparer des torchons et des serviettes. On est sur de l'Aorus, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si on comparait un boîtier TUF à un boîtier Rockstrix. Ce n'est pas du tout le même prix et chaque élément seront aussi beaucoup plus chers. Donc bien entendu, on peut se monter cette même configuration à compétences quasiment égales pour moins cher. Donc ce boîtier va s'adresser déjà à ceux qui aiment aussi la marque Aorus. On est dans du très haut de gamme, forcément, on s'en rend compte. Surtout même, je vous dis, juste le boîtier en extérieur, c'est du très haut de gamme. Ça reste donc du coup cher, forcément, mais cher par rapport à quoi? Tout simplement par rapport à du moyenne gamme. Oui, ça sera plus cher par rapport à du moyenne gamme, mais ça reste du haut de gamme. Il faut savoir que il y a plusieurs types de portefeuilles. Il y a des gens qui vont essayer d'acheter le maximum de compétences à prix minime, et ce qui est tout à fait entendable. Et il y a ceux qui ont un peu plus les moyens et qui se disent « moi, je veux du haut de gamme ». Donc ce boîtier va s'adresser aux personnes qui veulent du haut de gamme. Aorus, sur ce coup-là, sur tout ce qui a été mis à l'intérieur, c'est haut de gamme. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne quand même, c'est malheureusement, ils n'ont pas mis une carte graphique Aorus, ils ont mis une carte graphique juste gigabit. L'AOC quand même, mais qui n'est pas Aorus. Donc ça, c'est le petit bémol que j'ai pour ce boîtier-là, bien entendu.
Mais en soi, les notes qu'il a obtenues sont des notes qui sont relativement bonnes. On est largement au-dessus de la moyenne. Donc, à qui va s'adresser ce type de boîtier? Ce type de boîtier va surtout s'adresser à des personnes qui ne vont pas vouloir upgrader leur PC à travers le temps. Sinon, il va falloir qu'ils mettent vraiment la main à la pâte. Et du coup, ils vont devoir sortir le tournevis et faire le nécessaire et ça va prendre du temps forcément. Ce boîtier va s'adresser aussi aux gens qui veulent du qualitatif et ça va s'adresser aussi à des personnes qui ont un certain budget. Donc pour ces personnes-là, oui, ce boîtier est recommandable, bien entendu. Pour des gens qui vont chercher à faire des économies, bien entendu, ce ne sera pas sur ce type de boîtier qu'ils vont aller s'orienter. Ils vont s'orienter plutôt vers des assembleurs qui, eux, vont faire un combo de plusieurs marques à l'intérieur, donc de l'Aorus, de l'Asus, de VGA, il y aura un petit peu de tout dedans et ça va faire que le prix sera forcément moins cher, bien entendu. Donc ce boîtier-là, pour moi, aujourd'hui, c'est un boîtier qui est dans le très haut de gamme. Voilà, on a un boîtier très haut de gamme qui n'est pas du tout donné, ça reste un gros investissement, mais normalement la personne qui achète ce boîtier à ce prix-là, c'est qu'il a les moyens et qu'il veut forcément, donc je me répète, du haut de gamme. Je tiens aussi à remercier Aorus. Mais pourquoi pas que je tiens à remercier Aorus? Parce qu'ils ont eu les coronesses quand même de m'envoyer le boîtier en sachant que j'allais le démonter, faire tous les essais et que j'allais lui donner une note globale sur la chaîne avec un petit peu tous les critères. Et donc du coup, ils se sont dit, quand même, on lui envoie quand même ce boîtier-là et on va voir ce que ça va en dire. Bonne pub, mauvaise pub. Et ils l'ont fait. Donc ils ont quand même pris la décision de me l'envoyer et de me laisser libre choix sur tous mes critères à 100% pour pouvoir vous donner l'impression générale de ce boîtier de l'atelier pour vous. Et c'est pour ça que je les remercie. Sachez que ce n'est pas toutes les marques qui sont prêtes à faire ça. Je peux vous le dire parce que j'en connais aussi quelques-unes. Donc on a déjà eu un PC Flop qui a été fait. On a eu un MSI Rider donc de chez MSI en PC portable. Donc sachez que je trouve que du coup, vu le prix qu'il est vendu et ils savent qu'ils le vendent quand même à un certain prix, ils ont quand même eu l'initiative de me l'envoyer. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau de la marque. Voilà, pour conclure, c'est pas du tout donné, ça reste très qualitatif. C'est vraiment pour des personnes qui ont les moyens de s'offrir du haut de gamme. Donc c'est un boîtier haut de gamme, les specs sont là. Donc on a une note générale de 4,42. Et si quelqu'un veut s'amuser à plus tard l'upgrader, la moyenne va descendre à 4,12. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas maintenant la vidéo de la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!